2024 dans notre émission Droit d'écoute après avoir eu quelques petites perturbations avec les élections présidentielles. Comme on dit, on reprend l'antenne comme d'habitude. Donc rendez-vous chaque jeudi de 16h à 17h en direct sur Génération FM sur la 93.4. Aujourd'hui, notre thème, on revient en force en parlant de leadership. Lorsqu'on parle d'un leader, qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce qu'on entend par le leader? Alors en fait, comment est-ce qu'on devient aussi un leader? Parce qu'on n'est pas forcément leader, mais on peut aussi le devenir, on peut aussi se former pour l'être. Donc ce sont des choses aussi qu'on apprend, qui ne sont pas forcément peut-être innées à la base. Tout cela, pour en parler, j'ai l'honneur d'avoir sur mon plateau Yaya. Bonjour Yaya. Bonjour M. Salih Davo. Alors je te laisse la parole, je te laisse aussi présenter les invités et je te laisse en fait le reste de l'émission. Moi en attendant, je reste dans mon coin et je suis de très très près. Ok, merci M. Salih Davo. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Comme vous le savez, c'est l'émission qu'on fait chaque jeudi à 16h, 17h au niveau de Génération FM. Je m'appelle Yaya Conté, je suis l'assistant administratif branche IMCA Ziguinchor, où on a invité nos partenaires qu'on travaille ensemble depuis des années, à l'occurrence SOS. Et j'ai invité un autre jeune encore qui s'appelle Alpha Djedju, qui est leader dans son quartier et même qui est volontaire au niveau de IMCA, qu'on avait un peu formé dans beaucoup de domaines. Mais il est en train de démontrer ça au niveau de sa communauté. Bonjour, monsieur le directeur de SOS. Bonjour, monsieur Conté. Okay, alors, votre nom aussi? Moi, c'est François Diata. Je suis le directeur de programme. Maintenant, on parle de directeur de site de SOS Village d'Enfants au niveau de Ziguinchor. Ok, bonjour Alpha. Soyez les bienvenus, monsieur François. Bonjour, moi c'est Alpha Djedju. Donc, je suis en tout cas un jeune, je réside à Kenya et je dirige une association dénommée Association des jeunes pour le développement de Kenya. Donc c'est un plaisir vraiment de venir partager sur le leadership. Ok, soyez les bienvenus sur le plateau, Alpha et François. Merci. Donc je crois que d'abord on va commencer un peu de vous présenter et de vous demander qu'est-ce que vous faites dans votre structure. Voilà, merci tout le monde, chers auditeurs et auditrices de la radio Génération FM de Ziguinchor. Merci, chers amis, les personnes avec qui je partage le plateau. Comme je le disais tantôt dans mes propos préliminaires, moi c'est François Diata. Je suis le nouveau directeur de site de SOS Village d'Enfants, qui se trouve être une organisation internationale qui œuvre dans la prise en charge de la petite enfance et dans la protection de l'enfance aussi. Donc, avant de parler un peu de ce que je fais en tant que directeur de site, de ce que nous faisons au niveau de SOS Village d'Enfants, vous allez me permettre de me présenter. François Diata est sociologue de formation, je suis doctorant en sociologie. J'ai travaillé pendant 8 ans au niveau d'une ONG, ici au niveau de Ziguinchor, dans la gestion des conflits transfrontaliers, où j'étais chef de programme, chef de projet et chargé de suivi et évaluation en même temps. Et après l'étape de Ziguinchor, après les 8 ans à Ziguinchor, je suis allé à Kolda, où j'ai travaillé dans une autre ONG aussi en tant que chef de programme chargé de la gouvernance, où nous avons travaillé beaucoup dans le domaine de la décentralisation, du développement local, de la fiscalité locale, et surtout aussi sur les aspects qui sont liés à la promotion de l'hygiène, tout ce qui est eau, hygiène, assainissement. Et depuis décembre 2018, j'ai gagné le poste de directeur de site au niveau de SOS Village d'Enfants. Donc ça, c'est juste la présentation de ma modeste personne. Je suis sociologue de formation, j'ai été formé à l'université Gaston Berger. SOS Village d'Enfants Sénégal est une organisation de droit sénégalais à but non lucratif qui a été créée en 1946 après les deux guerres. Et bien avant cela aussi, il y a eu des organisations qui ont travaillé dans la prise en charge des enfants en situation d'urgence. Et au Sénégal, nous constatons la venue ou l'installation de SOS Village d'Enfants vers les années 1976. Donc actuellement, SOS Village d'Enfants Sénégal a 40 ans d'existence au Sénégal. Et au niveau du Ziguinchor, nous avons fêté les 20 ans de l'existence du site de Ziguinchor au mois de décembre passé. Donc nous avons 20 ans d'existence au niveau de Ziguinchor. Ce que nous faisons au niveau du site de Ziguinchor, c'est comme je le disais tantôt, la prise en charge des enfants, une prise en charge intégrale,
et aussi la protection des enfants. Au niveau du site de SOS, l'âge d'enfant Ziguinchor, nous avons des unités. Moi, je suis le directeur de programme. Je coordonne un peu toutes les actions que l'équipe mène au niveau de Ziguinchor. Donc, au niveau du site de Ziguinchor, nous avons différentes unités. Nous avons le programme accueil familial qu'on appelle maintenant la prise en charge alternative ou la prise en charge de remplacement, où ce sont les enfants qui sont admis dans le village. Vous savez qu'au niveau du village SOS, il y a des enfants du groupe cible, qu'on appelle les enfants du groupe cible. C'est des enfants qui ont perdu la prise en charge parentale et des enfants qui sont sur le point de perdre cette prise en charge. Donc ces enfants-là sont recueillis sur la base d'une enquête au niveau du village pour qu'on puisse les accompagner. Il y a une unité et une coordinatrice de l'accueil familial qui gère un peu toutes les activités et les actions qui se passent dans le village. Et à ses côtés, il y a un éducateur village, celui qui encadre, qui développe un peu les capacités socio-éducatives des enfants au niveau du village. Et il y a aussi les encadreurs jeunes. C'est-à-dire qu'au niveau de SOS, les enfants sont admis à bas âge, mais à partir de 17 ans, 18 ans, les enfants rejoignent leur famille biologique. Et quand ils rejoignent leur famille biologique, ce n'est pas pour autant que SOS va les abandonner. L'accompagnement se poursuit. Et il y a des personnes qui sont là au niveau de SOS, qu'on appelle les encadreurs jeunes, qui continuent à faire le coaching après que les enfants aient sorti du site. Et à côté de l'accueil familial, nous avons l'unité éducation. Et dans l'unité éducation, avant l'unité éducation, je parlerai un peu du programme de renforcement de la famille, puisqu'on ne peut pas admettre tous les enfants dans le village qui a une capacité d'accueil de 120 enfants. On va essayer de faire ce qu'on appelle des interventions préventives au niveau des communautés qui environnent un peu SOS et au niveau de Ziguinchor. Puisqu'on ne peut pas admettre tous les enfants dans le site de Ziguinchor, nous faisons des interventions dans les communautés. Et nous savons qu'au niveau de Ziguinchor, les quartiers qui environnent SOS Village d'Enfants qui se trouvent à Castor, c'est des quartiers périphériques. Et dans ces quartiers-là, on retrouve des familles déplacées à cause du conflit casamancé. Je parle de Néma2, de Kandjala, de Kenya, de tous ces quartiers périphériques où vraiment des populations qui ont fui à cause du conflit, où les enfants se sont déplacés avec leurs parents et sont dans des difficultés. Donc nous, au niveau de SOS, nous essayons d'appuyer les familles sur place, puisqu'on ne peut pas admettre tous les enfants. Mais en plus de cela, on les appuie sur place, c'est parce qu'un enfant, il est heureux que dans sa famille biologique. Donc l'admission des enfants au niveau du village, c'est une autre alternative, mais la meilleure alternative, la meilleure façon de pouvoir au moins encadrer l'enfant, c'est que l'enfant puisse au moins vivre dans sa famille biologique. Et l'accompagnement, l'appui, le soutien se fait directement à ce niveau. C'est ce programme que nous appelons le programme de renforcement de la famille, où il y a un coordinateur qui gère un peu toutes ces actions que nous menons en dehors du village SOS. Et en plus de cela aussi, il y a des unités d'accompagnement. Parce que nous travaillons dans la petite enfance. Dans la petite enfance, il y a les droits de l'enfant qui doivent être respectés, le droit à l'éducation, le droit à la santé. Ce qui fait qu'au niveau du site de Ziguinchor, nous avons une infirmerie où les enfants peuvent aller se soigner. Les enfants SOS, les enfants du groupe cible, mais en même temps, les enfants de la communauté qui y vont pour se soigner gratuitement. Ça, c'est dans le souci de respecter un peu les droits de l'enfant qui est lié un peu au droit à la santé. Et à côté de ce droit à l'éducation, le droit à la santé, il y a un droit à l'éducation. Et c'est ce qui fait qu'au niveau de SOS, nous avons une école maternelle et une école élémentaire, où ce sont les enfants du village SOS et les enfants de la communauté qui y vont. Donc, et au niveau de l'école élémentaire aussi, c'est les enseignants du public, parce que là, nous avons signé une convention avec l'État du Sénégal qui donnait des subventions à SOS, et nous leur avons demandé de retenir les subventions, mais de nous donner des enseignants de qualité, pour que ces enseignants, c'est l'État du Sénégal qui les paye, ce n'est pas SOS qui les paye, et ils nous ont donné des enseignants de qualité, ce qui fait qu'on a des résultats presque à chaque année. Durant ces 5 dernières années, nous faisons 100% de réussite au niveau des examens, au niveau de l'élémentaire. Il y a aussi, à côté de cela, il y a le système de parrainage aussi que nous faisons. Donc d'une manière ramassée, c'est le travail que nous faisons. Et puis dans l'émission, on va entrer en détail avant de venir sur le thème qui est lié un peu au leadership. Merci beaucoup pour cette belle présentation donc de SOS. Je te repasse la parole aussi également. Nous, on aimerait savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie et justement un peu plus par rapport à ce que tu viens de nous dire déjà.
Merci beaucoup. Donc, comme je disais tantôt, je m'appelle Alpha Diédiou, je suis étudiant à Ziguinchor Institut Polytechnique. Je fais transport logistique, je suis à ma deuxième année. Et par ailleurs, je suis membre de IMCA depuis 2009. Alors, j'ai en tout cas beaucoup de casquettes parce que déjà, je suis également président d'une association dénommée Association des jeunes pour le développement de Kenya. Cette association est mise en place depuis 2012 et que donc nous avons comme mission d'œuvrer pour le développement de Kenya. Alors, nous intervenons dans plusieurs domaines tels que l'éducation, parce que nous offrons en tout cas des cours de renforcement de manière gratuite à nos jeunes frères qui sont dans les CEM et à l'école primaire, parce que nous disons que ces enfants en ont besoin. Okay. Au-delà également, nous organisons des opérations d'assainissement dans le quartier, parce que nous disons que ce n'est pas la mairie qui doit venir assainir notre quartier, mais nous, en tant que jeunes, on a une responsabilité vraiment de rendre propre notre quartier pour éviter certaines maladies. Au-delà de ça, nous faisons en tout cas du renforcement de capacité des jeunes, parce que nous organisons en tout cas des formations au bénéfice des jeunes telles que le leadership, le développement personnel, l'entrepreneuriat, etc. Parce que c'est cela que les jeunes ont besoin. Mais également, nous encadrons les adolescents. Aujourd'hui, ça porte fruit parce qu'il y a ce qu'on appelle le conseil communal des enfants. Donc, l'un des enfants que nous encadrons est le maire du conseil communal des enfants de Ziguinchor. Donc là, vraiment, on s'en félicite. Et vraiment, nous pensons que voilà, dans l'avenir, nous aurons en tout cas atteint nos objectifs. Merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutent actuellement en direct de Génération FM sur la 93.4 et également aussi donc sur Facebook, vu que l'émission est relayée sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Tout cela se passe en direct live. Pour revenir au thème de notre émission qui est le leadership, j'en profite également donc pour remercier la boutique de droit qui aujourd'hui célèbre sa journée porte ouverte. Alors pour tous ceux qui ont la chance d'être dans le coin, n'hésitez pas à passer saluer la boutique de droit donc et tous les consultants qui sont actuellement sur place jusqu'à 17h pour toutes les consultations juridiques. Alors, mesdames, messieurs, si vous avez besoin de conseils juridiques en matière de droit de la famille, état civil, mariage, etc., tout se passe donc à la boutique de droit. Et ils seront très heureux de vous accueillir. J'en profite aussi pour remercier donc Madame Goudjabi, y compris la coordinatrice, donc la patronne, donc tout le monde. Je vous souhaite donc une très belle journée porte ouverte et également beaucoup de succès pour cette belle initiative. Pour revenir à notre thème donc de leadership, alors. C'est quoi en réalité un leader? Moi, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant d'en parler parce que c'est un mot à la mode. Hein. Tout le monde parle de leader par-ci, leader par-là, etc., etc. Donc, dans notre émission, c'est intéressant et même d'ailleurs, la loi sur la parité qui a demandé cette parité entre hommes et femmes a aussi impliqué et eu pour conséquence qu'il y ait des formations en leadership féminin pour que, mesdames, vous puissiez donc être de vrais leaders de demain, y compris, enfin, le fait que demain, c'est bientôt la journée de la femme. Hein. Il reste que quelques heures pour le célébrer. C'est l'occasion justement de revenir sur ce thème de leadership féminin et masculin. Alors, tout cela se passe dans notre émission du jour. Je repasse la parole à Yaya. Ok, merci M. Salidabo. Je crois que par rapport, on peut démarrer par rapport à la définition d'un leadership. Je crois que leadership, c'est un terme importé en anglais. C'est un terme importé en anglais défini. Défini, mener, de conduire d'autres individus ou conduire par d'autres individus pour atteindre un résultat et ou conduire une autre organisation. C'est l'objectif pour atteindre un résultat. Donc, c'est ça la définition du leadership. Mais après sa définition, il y a beaucoup de sommaires qui constituent le leadership. Et je crois que je vais poser certaines questions. Après, on va revenir par rapport à ça. Oui, alors on vous écoute. C'est quoi un leader pour vous? Voilà, merci d'avoir choisi surtout ce thème sur le leadership. Je pense que vous l'avez dit tantôt, que c'est un concept, un mot à la mode. Que ça soit dans la musique, on parle de lead vocal. Que ça soit dans le domaine du sport, on va dire que celui-là, c'est le capitaine d'équipe, c'est lui le leader de l'équipe. Que ça soit dans le domaine de la politique, parce que nous venons de sortir des élections, on a dit qu'il y a eu des leaders des partis politiques. Donc, dans la manifestation, dans l'organisation de la société, on a souvent utilisé le mot leader et le mot leadership. Je pense que tantôt dans la définition de M. Ponté,
il a expliqué un peu le concept. On va faire un peu de sémantique. On parle de leadership. Leadership vient du mot leader. Et leader, c'est un mot en anglais qui signifie conduire, diriger un groupe ou une organisation. Et quand on met leadership, c'est cette capacité d'une femme ou d'un homme à pouvoir concevoir des idées, à pouvoir élaborer une vision pour au moins atteindre un peu un objectif. C'est ça un peu le leadership. Il y a eu des mots aussi connexes qui peuvent entrer en compte aussi dans ce sens. On parle de leadership, on parle de sponsorship. Sponsorship, c'est un mot anglais, mais qu'on utilise en français pour dire parrainage. On parle aussi de partenariatship. Partenariat dans le mot partenaire et partenariatship pour expliquer un peu le partenariat. Donc c'est des mots anglais que les Français utilisent pour expliquer un peu cette capacité d'une personne ou d'un groupe, parce qu'on peut être un acteur individuel ou un acteur collectif. Donc le leadership peut être au pays une organisation qui est leader dans son domaine. On peut dire que Génération FM peut être leader dans le domaine des radios. Et pourtant Génération FM, ce n'est pas une personne, c'est un ensemble. Donc c'est un acteur collectif qui est leader dans ce domaine. Quelqu'un peut être leader, il peut être acteur individuel et être leader dans son domaine. Je pense qu'on va revenir sur un peu tout ce qui tourne autour des types de leadership et aussi des capacités et des compétences que doivent avoir un bon leader. Effectivement, on va y revenir effectivement. Voilà. Et là, j'en profite pour faire un petit tour de table pour voir justement quelle est cette conception donc de leadership que nous avons. Alors pour toi, c'est quoi un bon leader? Bon, il faut d'abord procéder à une définition de ce que c'est que le leadership. Et pour moi, comme il l'a dit, le leadership est un type d'influence interpersonnelle, en tout cas laquelle en tout cas permet à une personne ou un groupe de personnes vraiment d'atteindre ses objectifs. Alors, mais il faut dire que le leadership, en tout cas, se manifeste sous plusieurs formes. Il y a le leadership formel et le leadership informel. Alors, parce que le leadership formel, c'est par exemple des acteurs qui sont élus ou nommés à des postes qui leur confèrent une autorité. Par exemple le gouverneur, par exemple le préfet, c'est des autorités qui, si une fois ils rentrent dans une salle, tout le monde est debout et que donc voilà, donc ça c'est une forme de leadership. Et l'autre leadership, donc forme de leadership, c'est en tout cas le leadership informel. C'est des gens en tout cas qui n'ont en tout cas aucun titre, qui ne portent aucun titre important, mais quand même les gens les considèrent, les gens les écoutent. En tout cas, ils surviennent en tout cas aux besoins, ils subviennent aux besoins des gens, quoi. Donc, c'est un peu ce que je veux dire de leadership. C'est très important donc de distinguer le leadership du manager, étant donné que le manager, lui par contre, il va essayer d'atteindre des objectifs qu'on lui a fixés. Et également aussi le fait d'être leader, cela veut dire donc vous faites preuve d'initiative, vous voulez être devant et vous voulez donc mener en fait les affaires. C'est-à-dire en gros, j'essaie de parler de manière très simple parce que si on va tous dans les définitions du dictionnaire, on s'en sortira jamais. Mais l'essentiel donc, c'est-à-dire que le leader, donc c'est celui qui est capable aussi donc de repérer, de faire émerger des compétences de chacun, donc aussi donc d'un groupe, et tout cela donc pour atteindre donc des objectifs que lui-même peut créer. Alors que le manager, on lui a imposé un objectif à atteindre, alors que le leader, il peut se créer lui-même ses propres objectifs et amener tout un groupe de personnes à se joindre à lui pour atteindre ses objectifs. C'est très important. Lorsqu'on parle de leader, cela veut dire qu'il est meneur donc d'un groupe, et cela demande aussi donc d'avoir certaines aptitudes justement. C'est l'occasion d'en parler pour savoir donc comment est-ce qu'on peut faire pour devenir un bon leader. Tu as un peu parlé de ses compétences et tout ça. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour être un bon leader? Tous ces jeunes que tu recueilles dans ton organisme demain seront peut-être des leaders de demain. Et donc, on dit que le leader, peut-être c'est inné, mais bon, c'est aussi appris. Donc, il y a des formations, il y a énormément de formations qui ont été développées, notamment au niveau du leadership féminin, mais aussi au leadership des jeunes, pour pouvoir les aider donc à développer ces compétences et ces aptitudes intérieures, personnelles, pour en faire donc des meneurs de demain. Alors justement, je te repasse la parole. Alors d'après toi, quelles sont les compétences qu'on devrait avoir et comment est-ce qu'on fait pour devenir un bon leader? Merci. Je pense que je vais rejoindre un peu M. Diédhiou dans ce qu'il vient de dire par rapport aux différents types de leadership. Mais avant de répondre à la question sur les aptitudes, je pense qu'il y a 4 qualités qui sont reconnues des leaders. Il y a la vision. Un bon leader
doit avoir une vision. Un bon leader doit savoir communiquer. Un bon leader doit être quelqu'un qui va dans l'action. Et un bon leader doit être quelqu'un de serviteur. Ça, ce sont les 4 qualités d'un bon leader. Maintenant, tous les leaders n'ont pas toutes ces qualités. On peut voir un leader, quelqu'un qui a une vision, qui est visionnaire, mais ce n'est pas un homme d'action, qui ne va pas dans l'action. Il a des rêves, il a une vision, mais c'est quelqu'un qui a des problèmes pour réaliser cette vision. On peut voir quelqu'un qui a une vision et qui a un problème de communication. On a vu des leaders qui ont des problèmes de communication. Et on dit qu'un leader doit savoir communiquer. Parce que quelqu'un qui doit influencer, il doit motiver son groupe, doit savoir communiquer, doit avoir ce qu'on dit l'art oratoire, doit pouvoir s'exprimer. Et par rapport aux aptitudes, moi je suis sociologue de formation, là je vais enlever ma casquette de directeur pour être sociologue. Il y a ce qu'on appelle l'influence du cadre social sur les types de comportements. Il y a un sociologue qui s'appelle George Gurvitch qui dit que les cadres sociaux, c'est l'environnement, la société, influent sur le type de comportement de l'individu. Et c'est dans ce sens où on peut comprendre, tantôt vous avez parlé de ça, vous avez dit que on ne naît pas leader, on le devient. Cela a été un débat entre des scientifiques, des biologistes et des scientifiques des sciences humaines. Les gens peuvent dire que telle personne est leader parce que son papa fut leader. Là, on va invoquer les gènes, on va invoquer l'ADN, on va dire que non, c'est dans le sang. Tandis que d'autres peuvent expliquer telle personne est leader, c'est parce que l'environnement dans lequel cette personne a évolué, l'a façonné, il y a eu des aptitudes, des choses qui lui ont permis, des facteurs se sont réunis pour lui permettre de pouvoir être leader. Même si son papa était leader, si lui, il n'a pas eu ses compétences, s'il n'a pas grandi dans un environnement qui lui permet de pouvoir avoir ses capacités de diriger et d'être leader, il ne sera jamais leader. En sociologie, on parle souvent de ce qu'on appelle des facteurs qui peuvent influer sur le comportement, que la personne peut être leader ou pas. On parle de morphologie sociale. Et qui parle de morphologie sociale, on parle de forme. C'est-à-dire que la forme de la société a des influences sur ce que la personne peut devenir, le comportement de la personne, la manière dont la personne pense, la manière de penser, d'agir, de sentir, la manière de faire. Ça, c'est la forme de la société peut avoir une influence sur la personne. C'est dans le sens où on parle de morphologie sociale. On parle aussi de stratification sociale. La manière dont la société est stratifiée, la manière dont la société est répartie, peut avoir de l'influence sur ce que la personne peut devenir demain. On peut dire telle ethnie ou bien telle tribu, ils sont bons dans tel niveau. C'est de bons commerçants, c'est de bons négociateurs. Ça dépend de la stratification sociale, qui fait que telle société ou bien telle communauté, telle personne peuvent avoir, telle ethnie ont des capacités de vendre, ont des capacités de négocier, de marchander des choses. Parce que ce n'est pas inné en eux, ils font partie d'une société qui influe cela sur eux. On parle aussi de physiologie sociale. La physiologie, c'est de la science. En physiologie sociale, c'est l'influence que les agents extérieurs peuvent avoir sur la personne. Ça, c'est des concepts qui sont tirés de la science pure et dure, mais que la sociologie utilise parce que la sociologie est une science. Et enfin, on parle de l'anatomie sociale. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de la société, les différentes unités, on va essayer de voir l'influence que ces unités, l'influence que l'école, la rue, l'influence que d'autres cadres peuvent avoir sur la personne. Ce sont ces facteurs-là qui influent sur la personne. Et Bourdieu parle de capital culturel. Quand il dit que les enfants des bourgeois ont plus la capacité ou bien ont la propension ou bien on devance les personnes, les enfants des prolétaires dans tout ce qui est concept, dans tout ce qui est langue. On dit que tel enfant, chez eux, il parle français. L'autre a du mal à parler français parce que chez eux, ils ne parlent pas français. L'enfant, chez qui on parle français, mais facilement, il peut parler français facilement à l'école et se faire de bonnes notes. Tandis que l'autre, chez lui, où on ne parle pas français, il a des difficultés pour connaître certains concepts. Donc, c'est ça le capital culturel. L'environnement est très important. C'est important. C'est l'environnement qui influe sur le type de comportement. Maintenant, un leader aussi, il peut vivre dans un environnement qui lui permet de pouvoir acquérir ses compétences.
C'est-à-dire qu'on stimule, en psychologie, on parle de stimulation d'une intelligence, ou on parle de stimulation de son leadership. On l'a mis dans un environnement qui lui permet de pouvoir au moins avoir cette capacité de leader. Maintenant, il y a aussi le leadership charismatique qui apparaît lorsque c'est une crise qui existe dans une société et que quelqu'un vient, propose des idées, propose des solutions et que tout le monde se rallie derrière cette personne-là parce qu'il y a une crise et quelqu'un est venu, il est engagé, il est motivé, il vient, il propose quelque chose et les gens se rallient derrière lui. Ça, c'est le leadership charismatique. Parce que c'est quelqu'un qui a montré sa bravoure, qui a montré son engagement. Donc à peu près, c'est ce que je voulais ajouter un peu au... C'est très important. Voilà. Alors, qu'est-ce que toi tu en penses? Alors, comment est-ce qu'on devient un bon leader et quelles sont les qualités d'après toi Bon, je d'un bon pense leader? qu'un leader, ça pour être leader, il faut un processus, tout un processus, parce qu'on ne devient pas leader du jour au lendemain, mais c'est pas après pas, c'est action après action, donc c'est en tout cas chose après chose qu'on devient leader. Il faut dire que les trois choses que je retiens d'un leader, c'est en tout cas la flexibilité, c'est-à-dire un leader doit être souple, parce que quand on dirige un groupe, c'est en tout cas un ensemble, c'est un tout, hein, parce qu'il y a des gens qui sont en tout cas durs, des gens qui viennent avec les nerfs tendus, des gens qui sont mal intentionnés, okay, des gens qui ont des problèmes antérieurs, etc. Donc là, quand on dirige ces derniers, il va falloir être vraiment souple. Okay, il faut être flexible pour pouvoir diriger ces derniers. Mais il y a également la réactivité, il faut être réactif, c'est-à-dire quand un problème se pose, le leader ne doit pas être ici à pleurnicher, à dire que non, ça ne va pas, etc. Non, mais c'est ces derniers, okay, qui en tout cas se donnent les moyens, okay, de franchir cet obstacle. Parce que la vie est faite d'obstacles, donc il est bon vraiment qu'on aille au-delà de tout ça là pour pouvoir en tout cas atteindre nos objectifs. Mais l'autre chose, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité, donc c'est quelque chose de très important parce que, comme le dit Confucius, la chose la plus stable au monde, c'est le changement. Donc on est confronté tout le temps à des changements et que donc on doit avoir la capacité d'adaptation. Okay? Parce que quand on se donne la peine de voir cette émission, elle a été en tout cas repoussée maintes fois dû en tout cas aux politiques, etc. Ok, mouvements politiques, etc. Donc tout ça là c'est des changements et que donc il est bon de s'adapter face à ces changements pour au moins survivre. Et comme le dit Charles Darwin, il dit que ce n'est pas l'espèce le plus intelligent ni le plus en tout cas fort qui survit, mais c'est celui qui est le plus adaptable au changement. Et que donc il est bon pour qu'un leader d'avoir ces caractéristiques pour en tout cas être un bon leader. Alors Yaya, au niveau de l'IMCA, je sais que vous formez pas mal de jeunes et bons leaders. Qu'est-ce que toi tu en penses? Je vais revenir par rapport au style d'un leader. Je crois qu'un leader doit être créatif, autocritique. Lorsque un groupe n'est pas préparé. Donc cela se permet de faire ça. Aussi, laisser faire. Un leader doit laisser faire parce que un leader doit laisser faire. Un leader doit laisser faire parce que de chaque fois, s'il y a une situation qui se pose, d'abord, il faut laisser la personne de s'exprimer et de voir comment il faut lui orienter. C'est quelque chose qui est important. Et par rapport à l'adaptation de toute situation, c'est important pour un leader d'abord, toute situation, il faut avoir la capacité d'adapter, d'analyser et réagir positivement. Et toujours avoir à la hauteur d'amener la personne à la raison et de pouvoir gérer une situation danger. Parce que des situations arrivent n'importe quel moment, n'importe quelle heure, mais il faut s'adapter et être toujours prêt à répondre à ces genres de situations. Un leader doit avoir ces différents styles qu'un leader doit avoir. Merci beaucoup. On a fait un petit tour de table par rapport à la question que je vous ai posée justement. Donc, comment est-ce qu'on devient leader et quelles sont ces qualités de leader que l'on doit avoir? Parce qu'on entend beaucoup leadership, leader. Il y a beaucoup de formations qui sont initiées sur comment devenir leader, comment faire pour être leader, etc., etc. Alors, c'est une question qui est fort intrigante et fort intéressante. C'est important parce que cela fait appel au développement personnel déjà, c'est-à-dire à nous-mêmes d'avoir confiance en nous, à nous-mêmes d'avoir confiance donc à nos projets, à nos idées pour pouvoir le partager aux autres. Il faut être convaincu soi-même pour pouvoir convaincre les autres. C'est très important. Également aussi être à l'écoute des autres, c'est-à-dire qu'on n'est pas en dictature non plus. C'est pas celui qui crie le plus fort qui a raison. Ce n'est pas celui qui fait de plus de crises et qui tempête à droite à gauche qui a raison. Non, mais c'est de savoir écouter les autres, savoir en tirer le meilleur des uns et des autres, comme tu l'as si bien dit, c'est-à-dire que chacun a ses qualités. Donc quand tu es un leader dans un groupe, tu sais par exemple que Mustapha il est très
douée pour l'informatique, Aminata, elle est très douée, par exemple, pour le démarchage, tu mets en avant leur qualité pour qu'ils puissent obtenir le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est très important parce que au niveau donc de leadership aussi, qu'on soit leader dans une entreprise ou Dieu seul sait dans quel système on peut se retrouver dans une situation de leader, comme tu l'as bien dit, dans une situation de crise ou autre, c'est d'abord donc analyser la situation, être positif. C'est pas non plus une raison d'attiser les conflits ou au contraire de crier, d'insulter, tout ça. Non, au contraire, ce n'est pas d'imposer avec fermeté sa volonté. On n'est pas quand même en dictature, comme je viens de le dire. Donc, c'est d'écouter les gens, de savoir qu'est-ce que les gens veulent, quels sont vraiment leurs besoins, pour pouvoir répondre à ces besoins. Et lorsqu'on doit manager un groupe, pour que le groupe aussi soit vraiment, épanoui, il faut savoir écouter les uns et les autres pour les mettre à des postes qui les correspondent, dans des postes auxquels ils vont être aussi passionnés et qu'ils auront envie donc tous les jours de venir travailler. Si tu mets par exemple en tant qu'entrepreneur, tu engages un comptable mais qui a plus envie d'être le coursier, bon, il n'aura pas envie de faire la comptabilité mais il sera toujours en train de courir après les coursiers pour savoir qu'est-ce que les autres font. Donc c'est de savoir exactement donc qui est prêt pour tel poste, comment faire après pour l'encourager, pour développer ses compétences, c'est-à-dire, c'est pas de crier à droite et à gauche comme si toi tu connais tout, les autres ne connaissent rien. Ce n'est pas ça, leader, ce n'est pas de dire je suis le plus beau, le plus intelligent, les autres ne connaissent rien. Et c'est très important parce qu'il n'y a pas aussi de danger en réalité, même dans un groupe, tu l'as si bien dit, il peut y avoir plusieurs leaders. Même s'il y a le leadership, tu l'as bien dit, dans le cas d'une nomination à un poste, par exemple, formel, bon, on dit, voilà, c'est toi, par exemple, qui est le directeur d'une telle structure, certes, mais dans ta structure, tu peux avoir plusieurs leaders qui sont très doués dans plusieurs domaines, et ce n'est pas au contraire une raison de les prendre comme une menace. Donc c'est à toi, en tant que directeur, de mettre en avant leur capacité de leader dans leur domaine respectif et en travaillant ensemble dans un intérêt collectif et commun, donc de pouvoir en bénéficier ensuite demain. Je reviens par exemple sur cet exemple, c'est-à-dire si tu es dans une entreprise en tant que directeur, tu vois par exemple qu'il y a un collaborateur qui est très doué pour faire rire, pour amener de l'ambiance, etc., et qui est fédérateur. C'est pas la peine de te sentir en concurrence avec lui. Au contraire, ça peut être un allié qui va t'aider à atteindre ton objectif de directeur à ton poste auquel tu as été nommé. Donc ça, c'est important aussi donc de le dire. Bon, pour ceux qui ont la chance d'être nés dans un bon environnement, parce qu'on parle pas de génétique X, Y, Z là et autre, donc on parle pas de code génétique, mais on parle aussi d'environnement. Quand tu as la chance d'être né dans un environnement, tu ne choisis pas où tu nais. Si tu as la chance d'être né dans un bon environnement, c'est une chance. Mais si tu es né dans un environnement un peu moins facilitateur, c'est à toi après de créer, de te former et de créer cet environnement qui permettra à toi donc de développer donc toutes ces attitudes à être un bon leader. Donc c'est très important de faire un peu le tour donc de toutes ces petites qualités. Et maintenant, pour qu'on écoute un leader, c'est-à-dire même si tu es un leader, tu as été nommé à un poste où tu es censé être un leader, que tout le monde doit te suivre, des fois il y en a qui sont nommés à des postes, personne n'a envie de les suivre quoi. Là les gens font la grève, manifestent pour dire celui-là non on veut pas. Donc le leadership certes, il vient par rapport à la fonction, mais il vient aussi par rapport à la personnalité de la personne qui doit aussi savoir fédérer autour de lui un engouement et en fait amener les gens à se joindre à sa cause. C'est très important. Donc, pour qu'un bon leader donc soit inspirant, il faut aussi qu'il puisse savoir prendre des initiatives. C'est-à-dire, en tant que leader, les gens s'attendent à ce que tu prennes des décisions. Tout le monde va venir te voir pour dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, dans telle situation, qu'est-ce qu'on fait? C'est toi le leader, c'est toi le chef. Bon, nous, on suit derrière. Il y a aussi donc le fait comme j'ai dit, donc de savoir défendre ses idées, donc avec douceur, avec respect aussi, parce que même le plus petit d'entre nous, il a sûrement quelque chose de très intéressant à nous dire. J'ai bien aimé ce que tu as dit parce que ce n'est pas la plus grosse bête, la plus grosse espèce, la plus intelligente qui va survivre, mais c'est celle qui pourra s'adapter. Autrement dit, demain, s'il y a une maladie qui sort de Dieu seul sait où et que toute l'espèce humaine est décimée, bon, ce sera peut-être le ver de terre qui va survivre, alors que nous, on pourrait penser qu'on est plus intelligent que lui, mais il saura s'adapter peut-être plus facilement que nous. Donc ça, c'est très important aussi donc de savoir communiquer efficacement
de savoir aussi donc repérer et faire exprimer les talents des uns et des autres, parce que c'est participatif aussi un leader. C'est pas bon, ce que tu dis est la vérité, les autres ils n'ont rien à dire. Il faut que les gens puissent participer, adhérer à tes idées pour avoir un intérêt aussi à ce que tous tes projets se réalisent, tes objectifs que tu t'es fixés ou bien que tu as créés, donc qui sont très importantes. C'est aussi donc savoir aussi motiver et reconnaître le talent de ses collaborateurs. Ça, c'est important parce qu'on sait très bien que dans une entreprise, quand les salariés sont heureux de venir travailler, forcément, c'est une entreprise qui va prospérer demain, parce que un salarié heureux ne compte pas ses heures de boulot. Un salarié heureux, épanoui, il fait très bien son boulot, il veut même faire plus que son boulot parce qu'il a envie de prospérer dans son poste. Donc, il fera beaucoup plus que ce qu'on lui demande. Et donc, ça vraiment, c'est tout dans l'intérêt donc de l'entreprise. Et ça évite le burn-out, les déprimes. Aussi, malheureusement, dans certains cas, ça arrive que des salariés se suicident quand les conditions de travail ne sont pas réunies, à un mal-être tellement profond qu'on en arrive donc à se supprimer soi-même. C'est aussi donc savoir bousculer les habitudes donc dans l'intérêt des uns et des autres. Et c'est très important, c'est-à-dire de prendre des initiatives et donc d'être responsable. Tu crées une situation, tu trouves une solution et tu assumes les conséquences demain de ce que tu as initié en disant oui, bon, c'est moi qui, en tant que leader, a eu cette initiative, on a fait tel projet, maintenant voilà où nous en sommes, voilà ce qu'on doit faire, etc. Et ne pas demain fuir ses responsabilités et essayer de se cacher derrière tel ou tel ou tel. C'est vraiment un peu important, n'est-ce pas, Yaya? Je ne sais pas si tu as d'autres questions à poser à nos invités. C'est important car par rapport, en revenir un peu par rapport, parce qu'un leader a un rôle à jouer. Je crois que je vais savoir par rapport quels sont le rôle d'un leader. En fait, moi, ce que je voulais dire tantôt, c'est qu'il faut qu'on fasse la différence entre leader, manager et chef. C'est-à-dire qu'un leader, c'est forcément un manager, parce que c'est quelqu'un qui manage le groupe. Mais un manager n'est pas forcément un leader. Quelqu'un peut être manager et il n'est pas un leader. Maintenant, le chef, lui, c'est celui qui donne des directives. Mais le manager, à la différence du chef, c'est que lui, il associe, le manager associe tout le monde. Dans sa gestion, c'est une gestion participative. Les décisions sont prises d'une manière consensuelle. Il consulte tout le monde avant de prendre des décisions. C'est quelqu'un qui coordonne, qui consulte les gens avant de prendre in fine la décision. Tandis que le chef, c'est quelqu'un qui peut prendre la décision parce que c'est lui le chef, c'est lui qui décide et que les autres vont suivre. Ça, c'est important de préciser qu'un leader, c'est forcément un manager parce que c'est quelqu'un qui est là, qui a la capacité de pouvoir élaborer des idées, de pouvoir au moins élaborer une vision. Mais le manager peut ne pas être un leader. Tu peux avoir une organisation où celui qui est le directeur, par exemple, peut ne pas être le leader de l'organisation. Il peut être le manager, il peut être le directeur, mais il peut ne pas être le leader. Donc, ce que je voulais dire, il y a une expression qui est souvent associée au leadership. C'est que souvent, on parle de construction de la personnalité à l'acquisition d'une légitimité. Tantôt, vous disiez qu'on peut voir dans une organisation un directeur ou bien quelqu'un qui est contesté, qui est nommé mais qui est contesté. C'est parce qu'il n'a pas acquis cette personne-là, cette légitimité. Je ne parle pas de légalité. Légalement, on peut dire qu'il a été nommé directeur. Légalement, ça c'est légal, mais il n'est pas légitime. C'est-à-dire que le légitime, c'est celui qui est susceptible d'être accepté par tous. C'est ça qui est la légitimité. On peut être légal et ne pas être légitime. On peut te nommer par la loi, par décret, mais que tu ne sois pas légitime, que les gens ne puissent pas t'accepter. Ça aussi, je pense que c'est bon à préciser. C'est la construction d'une personnalité à l'acquisition d'une légitimité. C'est ça à peu près le leadership, quand on veut résumer un peu. En fait, moi je veux dire que, à vous entendre parler, vous avez dit que le chef, c'est lui qui donne des ordres, mais je veux vraiment l'assimiler à ce qu'on appelle le leader, en tout cas autocratique, parce que le leader autocratique, c'est celui-là vraiment qui prend les décisions à lui seul et vraiment qui n'associe pas ses collaborateurs au processus décisionnel. Et que donc là, je l'associe vraiment en tout cas à ce que vous appelez chef, parce que comme Yaya l'a dit tantôt, on a différents en tout cas styles de leadership. Et donc voilà, le style autocratique est en tout cas un des styles, et l'autre style, c'est le style démocratique. Donc là, le leader essaie vraiment de faire participer les gens. Il prend en compte certains aspects. Ok, il essaie vraiment de fédérer en tout cas. Nous avons également le style du laisser-faire. Donc là, le leader
n'influe en rien, c'est-à-dire il n'influence pas son groupe vraiment dans la réalisation des objectifs. Donc ce dernier même est considéré comme étant un anti-leader parce qu'il n'influe en rien sur le groupe. Et le maître mot, en tout cas du leader, c'est influencer. Quand on n'influence pas, je ne pense pas qu'on est leader. Et que donc l'autre style également, c'est le style paternaliste. Donc là, ce dernier offre des avantages en tout cas au groupe, mais il veille à ce que vraiment toutes les décisions prises soient respectées. Sinon, on serait réprimandé. Donc, en tout cas, c'est ce que j'avais en tout cas ajouté sur cela. Ok. J'aimerais encore revenir par rapport au rôle d'un leader. Comme il l'a si bien dit, un leader, c'est un ménager qui poursuit des ressources, processus des ressources pour atteindre un objectif ou pour réaliser quelque chose. Ça, c'est une ménagère qui doit faire. Un leader, déjà, il doit avoir une capacité d'être ménagère. C'est par rapport au rôle d'un leader. Ça doit être quelqu'un qui est visionnaire. Un leader doit être quelqu'un qui est visionnaire, qui indexe définit une vision à atteindre. Passion de partage. Parce que si tu as une vision, tu ne dois pas garder cette vision. Tu dois atteindre quelque chose, mais il faut partager pour que au-delà, si tu n'es pas là, ces personnes puissent faire ce travail derrière toi. Voilà par rapport, ce sont des leaders. Un leader doit être quelqu'un qui est formateur. Parce que tu es leader, tu dois transmettre ton leader à des autres. Mais si tu es un leader, tu ne peux pas former des autres, ton leader n'a pas un impact à la communauté. Donc un leader doit être quelqu'un qui est formateur, coacher, accompagner les jeunes et tu les laisses de faire certaines choses. Et tu vas aller dans notre communauté de faire la même chose. C'est très important, on a beaucoup parlé donc des qualités du leader. L'ambassadeur. Un leader doit être l'ambassadeur. L'ambassadeur, c'est quelqu'un qui est capable de diriger ou de défendre des choses positives pour l'intérêt commun. Un leader doit être quelqu'un qui est l'ambassadeur. Voilà par rapport aux 5 rôles d'un leader, ce qu'il doit faire pour la communauté, ce qu'il doit avoir pour servir la communauté. Bon, là, je pense qu'on a beaucoup parlé des qualités d'un leader, ce qu'un leader doit être dans la théorie. Comme on dit, maintenant, on va passer à la pratique. Je vais vous poser la question. Pour vous, donc, c'est quel leader, quelles sont les qualités les plus importantes pour toi qu'un leader doit avoir? Les qualités les plus importantes, c'est qu'un leader aussi doit être quelqu'un quelqu'un qui a une vision. On l'a dit, il faut que la vision soit très claire. Mais un leader doit savoir communiquer. Et quand je parle de communiquer, c'est avoir l'art oratoire, bien communiquer. Et au moins, cette communication va permettre de pouvoir mobiliser, de pouvoir motiver. Parce que, par exemple, si on prend l'exemple de Hitler, on dit que c'est quelqu'un qui sait mobiliser les troupes, qui sait les engager. Mais quand tu prends un leader comme par exemple Staline ou Lénine, c'est des gens qui ont la capacité de pouvoir communiquer, de pouvoir influencer, de pouvoir doper les communautés. Parce que dans leur discours, ils utilisent des mots qui permettent aux personnes qui sont sous leur responsabilité de pouvoir s'engager et de pouvoir les suivre. Donc ça, la communication, c'est important. La vision, c'est important. Il faut qu'un leader doit avoir une vision très claire. Un leader doit savoir rêver. Et surtout, un leader doit savoir concrétiser ses rêves. Quand on fixe une vision, il faut au moins qu'on mette les moyens de pouvoir au moins mettre en œuvre cette vision. Parce que quelqu'un qui a un rêve, quelle que soit la grandeur de ce rêve-là, quel que soit l'idéal, mais si ce n'est pas mis en pratique, si les gens ne voient pas du concret dans ce que tu fais, bien, à la longue, les gens risquent de se décourager. Ils communiquent bien, ils ne font que nous promettre, on ne voit rien, les gens risquent de se délaisser. Donc le leader doit pouvoir être quelqu'un qui va à l'action, qui concrétise des choses. En fait, c'est ça. Et pour toi, au-delà de ce qu'il a dit, je pense que le leader doit en tout cas avoir cette capacité de déléguer. Parce que quand on est dans un groupe, on ne doit pas se dire que je suis le seul vraiment à pouvoir faire ceci ou cela. Mais quand même, il faut déléguer ses pouvoirs aux autres. C'est-à-dire montrer aux autres que vous également, vous êtes capable. Parce que le leader est appelé peut-être à voyager ou bien à sortir, à aller quelque part. Mais si après son départ, le groupe ne fonctionne pas, je ne pense pas que cela, en tout cas, puisse arranger le groupe. Donc, il est bon vraiment de déléguer son pouvoir au groupe pour
permettre en tout cas à ce que le groupe puisse avancer, quoi. Et j'allais vous demander alors des exemples de leaders, justement. Mais quand on parle de leaders, on parle de tous les leaders, hein, pas seulement politiques, mais aussi leaders vocal aussi, en parlant des chanteurs et autres. Puisque les chanteurs ont cette capacité donc de fédérer autour d'eux et puis sont des leaders vocaux, comme tu l'as si bien dit. Et c'est vrai que nous, au Sénégal, quand on parle de leader, on entend souvent politique. Parce que lorsque quelqu'un a une vision, lorsque quelqu'un veut fédérer, souvent, il va dans le domaine politique. Là, c'est politisé, c'est autre chose. Et ces politiciens, on les voit souvent quand il faut parler politique, mais après, en dehors de cette agitation politique, bon, c'est un peu calme. Donc, c'est important maintenant de voir, hein, donnez-moi quelques exemples de leaders, par exemple. On va commencer par Yaya. Quelques idées? Je crois qu'un leader doit être quelqu'un qui est humble. Oui, on a bien compris toutes les qualités. Donne-nous un nom. Un nom d'un leader? Oui. Moi, je donne un nom d'un leader qui s'appelle Dr Adrien Coly. Oui. Qui est Kadamassé, qui est le président du IMCA Sénégal. Et je donne un autre exemple d'un leader qui est encore au niveau du Sénégal même, Robert Sagna. Il est leader parce que c'est lui qui a amené IMCA au niveau du Sénégal. Je crois que ce sont des gens qui sont en train de faire beaucoup de choses. Pourquoi je prends ces leaders-là? Parce que ces leaders, ils agissent vers la communauté dans les différents domaines. Il a donné des leaders locaux. Moi, je vais parler un peu d'une manière globale. On peut citer Mandela, on peut citer Luther King, on peut citer Gandhi. C'est des gens qui ont lutté vraiment pour leur communauté. C'est des gens qui ont mis en avant leur capacité de communication. C'est des gens qui ont influencé leur communauté. C'est des gens qui ont agi, qui ont mis de l'action sur la table pour pouvoir changer, pour apporter le changement au niveau de leur communauté. Donc je pense qu'on peut les citer comme leaders. Et surtout, ce sont des pacifistes. Et ce message de paix, ça manque énormément. La non-violence, oui. Moi, je cite comme exemple Ousmane Sonko, qui est en tout cas un leader politique, qui a voulu révolutionner le champ politique parce qu'il a proposé de nouvelles choses. Les jeunes adhèrent à sa cause et que donc c'est en tout cas quelqu'un qui est venu, qui s'est imposé. Qui a en tout cas apporté ou amené un autre discours différent du discours qu'on avait l'habitude d'entendre. Alors, il a en tout cas fustigé beaucoup de choses, mais également il a proposé. Et c'est dire également, le leader, c'est celui-là qui dit que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, de A à Z, mais également qui fait des propositions, qui dit que moi, je dis que ça, c'est pas bon, mais je propose ça pour remédier à telle chose. Ah, merci beaucoup. Moi, en fait, j'adhérerais un peu dans ton sens, hein, c'est-à-dire, je parlerai surtout de Martin Luther King parce que aujourd'hui, les leaders ont oublié que pour communiquer, c'est pas la peine d'être violent. La violence, elle est inutile, les insultes sont inutiles, les faux débats sont inutiles. Un bon leader, il doit au contraire donner le bon exemple et surtout un exemple, surtout mettre en avant les principes et les valeurs qui sont fondamentales. Aujourd'hui, on est en perte de valeurs. Aujourd'hui, avec Facebook, Internet, etc. Bon, maintenant, tout le monde fait un peu tout de n'importe quoi. Si tu n'es pas bien fixé à la base, bon, tu peux déraper facilement. Et c'est très important parce que, bon, si tu n'as pas une bonne éducation, en tout cas des bons principes, bon, sur Internet, tu vois du tout et du n'importe quoi qui te font croire tout et n'importe quoi. C'est ça le problème. Et puis, il y a tellement de vendeurs d'illusions qu'ils te font même croire demain qu'une chèvre est un chameau, tu vas dire oui, c'est vrai. Donc c'est très important d'avoir des bonnes bases solides et surtout quelqu'un qui donne un bon exemple, comme par exemple Martin Luther King qui a montré qu'on peut avoir des résultats politiques sans pour autant être violent. Et ça c'est ce qui manque. Et c'est aussi donc des bons discours politiques qui sont très importants, comme par exemple, on l'a vu, hein, lorsque Obama a été par exemple élu, c'était vraiment magnifique pour la communauté noire afro-américaine parce que c'était le rêve de Martin Luther King qui s'était réalisé de voir un noir à la Maison Blanche, en sachant tous les problèmes de discrimination et tout ça qui pouvaient aller. Donc c'était de prouver qu'on peut quand même y arriver dans le travail et en se respectant parce que juste après même quand même ces élections, même si après il n'est plus président, mais jusqu'à présent Michelle Obama et son mari Obama sont de bons exemples de la communauté noire. On les a pas encore vus déconner, faire un peu tout et n'importe quoi pour attirer donc des vues sur Internet. Donc c'est ça qui est important. C'est-à-dire aujourd'hui en tant que leader dans tous les métiers que l'on fait, c'est important de montrer les bons exemples. C'est important de montrer les bonnes valeurs et c'est important d'avoir donc une ligne de conduite stricte et ferme et claire. Parce que même sur Facebook maintenant avec les youtubeuses, les instagrammeuses, les faux top modèles et je ne sais pas quoi. Donc c'est important maintenant de savoir, bon, si tu es top modèle, tu fais ton travail sérieusement. Si tu fais ça, tu le fais de manière sérieuse pour qu'après les jeunes aussi puissent avoir de bons modèles.
Parce que aujourd'hui, si les jeunes se mettent à rêver de stars de la chanson et tout ça là ou c'est parce que il manque de repères et il manque de bonnes images autour de nous et c'est important. Donc de raviver cet engouement en montrant qu'il y a eu des exemples vrais, concrets, qui ont eu des actions très positives pour la communauté et qui ont montré quand même des résultats vraiment spectaculaires. Donc si on fait la politique, on peut avoir une très bonne attitude et passer président, on n'est pas obligé de faire n'importe quoi pour atteindre nos buts. Ça, c'est très important aussi donc de le préciser, notamment quand, par exemple, les stars font un peu tout et de n'importe quoi. Mais il y a des stars qu'on ne voit jamais et qui ont autant de succès que ces stars-là. Comme par exemple Mylène Farmer, comme Jean-Jacques Goldman, qui ne sont pas des stars à faux buzz, qu'on n'entend presque jamais parler d'eux, mais quand ils font un album, c'est des millions qui sont vendus. Je dis ça, c'est en contrario à nos faux rappeurs, là, comme les Booba, Caris et autres, là, qui vont se bagarrer partout à l'aéroport, n'importe où, et qu'on dit que ce sont des modèles. Pour moi, c'est pas des modèles. Quand tu es une star, comme on disait à l'époque, le noir ne crie pas sa négritude, quoi. Quand tu es noir, t'as pas besoin de crier partout, je suis noir, on le sait, on le dit, c'est au contraire les autres qui te donnent cette légitimité, justement. Alors, c'est pas le fait de crier tu es une star qui va faire que les gens vont te prendre pour une star, mais c'est que les gens autour de toi, quand ils vont voir que tu as une légitimité à être une star, que tu es vraiment connu, réputé pour tes compétences et ton boulot, en tant que star, on va te dire oui, ça c'est vraiment une star. C'est pas la peine de crier une star. D'ailleurs, on connaît certains stars qui disent je suis une star, mais après ils ont que 0 vue sur Internet. Donc c'est ça aussi que je dis qui est important, c'est-à-dire qu'il faut prendre des bons modèles, comme par exemple donc je vous ai expliqué donc Mylène Farmer, Jean-Jacques Goldman, etc., qui sont des stars très modestes, très simples, mais très très connues et pourtant qui sont très connues pour leur travail et pas pour leur extravagance. Bon, moi je disais ça, je ne dis rien, mais franchement des fois je trouve que c'est un peu pathétique de faire comme tu dis, la mauvaise communication, c'est-à-dire se servir des voix, et puis même des fois les millions de vues qui sont achetées aussi sur le net. Moi je n'achète pas de fausses vues, heureusement pour moi, donc même si j'ai 2 vues, je sais que ce sont des vraies personnes qui sont derrière et c'est tout ce qui m'importe, alors que d'autres achètent des faux comptes profils pour dire que j'ai 3 millions de gens sur Internet qui me regardent, etc., alors que c'est eux-mêmes qui ont acheté hier 2 millions ou 3 millions. Donc, alors c'est important de rappeler quand même que pour arriver à réussir dans sa vie, on peut être vrai, sincère et simple et y arriver. Pas besoin de tomber dans la folie et dans la bêtise de certaines personnes. C'est pas ça qu'on doit prendre comme modèle. Même en tant que modèle ou top modèle ou mannequin, vous n'avez pas besoin de tomber dans des trucs bizarres là pour que tout le monde parle de vous ou vous voit, parce qu'après ça dépend de qui vous ciblez. Si vous ciblez les pervers, forcément, en vous mettant à poil sur Internet, vous allez voir tous les pervers de la toile qui vont vous regarder. Mais si vous voulez faire une belle carrière professionnelle, bon, il faut cibler les milieux professionnels et eux, ils ont des exigences bien claires. Donc voilà, en gros, en quelque sorte, ce que je pourrais dire. Là, on s'approche. En fait, c'est presque la fin de l'émission. D'ailleurs, c'est tellement vite passé de tout ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme conseil pour la jeunesse? On fait un petit tour de table avant de rendre l'antenne. Alors, Yaya, pour la jeunesse, les leaders de demain, là, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à la jeunesse? Je crois que ce que je conseille à la jeunesse sénégalaise d'abord, je crois qu'il faut qu'ils s'y mettent, approcher la communauté et de travailler dans le bénévolat, dans le volontariat et accepter l'apprentissage et autocritique de toi-même. C'est important, ça va vous permettre d'aller loin et aussi suivre certains leaders qui sont en train de faire des changements positifs au niveau de la communauté et capables d'identifier les problèmes de ta communauté d'abord et apporter des solutions positives, notamment celles de ta famille. Parce que d'abord, si tu ne peux pas identifier les problèmes de ta famille et celles de ta communauté, tu ne peux pas développer une région. Et chaque leader doit être capable d'apporter un changement positif à sa communauté. Moi, mon dernier mot va aller dans le sens de la citoyenneté. Je me dis qu'on a beaucoup d'associations, de quartiers au niveau de Ziguinchor. Mais que font ces associations-là? La plupart des associations, c'est des associations saisonnières, quoi. C'est-à-dire que c'est pendant l'hivernage ou bien c'est pendant la saison sèche que ces associations s'activent. Et que la vie communautaire, la vie sociale, c'est une vie durant toute l'année. Les associations, quel que soit leur objectif, quelle que soit leur spécificité, doivent pouvoir mener des actions citoyennes. Moi, si j'ai un appel à lancer à l'endroit des jeunes qui sont dans les associations, qu'ils puissent au moins privilégier et mettre en avant la citoyenneté. Et dans la citoyenneté, on peut mettre beaucoup de choses dans la citoyenneté au niveau de chaque quartier, que les gens s'activent, que les gens essayent de voir comment ils peuvent faire. Je pense que Dieu a donné l'exemple qu'au niveau de leur quartier, ils font un peu l'accompagnement, tout ce qui est salubrité, tout ce qui est
nettoyage au niveau de leur quartier. Je pense que ça, c'est des exemples, c'est des modèles. En plus de cette citoyenneté-là, il faut qu'au moins que les jeunes aillent vers l'apprentissage, aillent vers la recherche de compétences. Tant qu'on n'a pas des compétences, tant qu'on n'est pas employable, on ne peut pas prétendre à trouver de l'emploi. Même si on parvient à trouver cet emploi-là, ça ne sera pas un travail qu'on va faire, ni des résultats qu'on va obtenir. Allons vers la citoyenneté en menant des actions communautaires, mais aussi allons vers la recherche des compétences dans nos domaines spécifiques. Moi, si j'ai un message à lancer, ça sera celui-ci. Alors, il faut dire que le Sénégal, en tout cas, a un grand défi à relever. Et vraiment, pour relever ce défi, il faut un leadership fort. Et que donc, les jeunes doivent vraiment s'armer, en tout cas, de leadership pour pouvoir, en tout cas, développer le Sénégal. Mais également, former leurs petits frères. Parce que le leadership, ça dit, quand on veut devenir leader, il faut vraiment le faire depuis le bas âge. Et que donc, là, quand on a des valeurs telles que la bonne gouvernance, la citoyenneté, la démocratie, etc., donc là, on peut vraiment devenir un bon leader dans le futur. Merci à vous tous ceux qui nous écoutez actuellement donc en direct sur Génération FM à 93.4. Moi, tout ce que je pourrais dire à la jeunesse, c'est de bons leaders, ça peut être aussi de bons modèles, mais faites attention à qui sont vos modèles et surtout gardez les pieds sur terre. Et comme on dit, il n'y a que le travail qui paie dans la vie. Je vous dis à très bientôt en direct donc de Génération FM sur 93.4. Je rends l'antenne, mais je vous dis par contre, gardez l'écoute. Merci à vous. Génération FM 93.4.